Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je suis Jessica Kachenora de l'équipe de ISR Eco et je suis ravie d'avoir votre présence aujourd'hui avec nous. Donc, le séminaire d'aujourd'hui sera consacré au marché volontaire du carbone et par extension aux autres mécanismes carbone tels que les quotas ou les taxes. La restitution d'aujourd'hui, elle sera faite par l'équipe. Petite modification sur mon écran. Je m'excuse pour cette interruption. Donc, la restitution d'aujourd'hui sera faite par les collègues de la chaire comptabilité écologique d'AgroParisTech qui s'est penchée sur le sujet depuis de nombreux mois maintenant. Et ils ont été appuyés par une équipe pluridisciplinaire dont Éléonore, Tiffaine et Soline qui sont présentes aujourd'hui. Je salue fortement pour le travail qu'elles ont effectué. Et bien sûr, Clément et Alexandre qui présentera aujourd'hui. Alors, s'agissant de la méthodologie, elle se base avant tout sur le champ d'expertise de la chaire, qui a été complété par de nombreux entretiens au sein et hors de l'AFD d'ailleurs. Et je remercie au passage les collègues de l'AFD qui ont participé à ces entretiens. Alors, pour votre information, l'AFD a entrepris d'importants travaux sur les marchés carbone sous le lead de CLN ces derniers mois. Et pour ceux et celles que ça intéresse, une restitution a été faite, il me semble, c'était il y a 2 semaines. Et ces derniers s'étaient focalisés sur la partie offre des crédits carbone et le rôle que pourrait endosser l'AFD au niveau de l'accompagnement, soit des projets ou alors en support institutionnel ou encore, pour ceux qui l'ignorent, sur notre propre pratique de recours au crédit carbone. Alors, pourquoi cette étude spécifiquement alors, chez ECO, il nous a semblé nécessaire en fait d'avoir un cadre d'analyse conceptuelle sur le recours au marché volontaire du carbone et plus généralement aux autres mécanismes que j'ai évoqués plus haut et qui apportent des éléments de réponse aux questions, tous les questionnements en tout cas qu'on a eus, qui ont été soulevés par les collègues également, au sujet et conditions d'efficacité d'un tel mécanisme de marché. Donc finalement, un peu les questions assez classiques. On s'interroge sur l'essence même d'un marché sur un produit qui est très spécifique, qui sont ici les émissions, et son optimalité pour la convergence entre l'offre et la demande et l'existence même d'un prix juste. En fait, en somme, on veut vraiment répondre un peu à la question de savoir si les marchés carbone volontaires, en l'occurrence, et autres marchés affiliés, quel rôle ils pourraient avoir dans l'atteinte des objectifs des accords de Paris. Donc ça, c'est vraiment la question principale et fondamentale qu'on garde en ligne de mire. Donc avant de passer la parole à Alexandre, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat. On les traitera, je les traiterai en tout cas à titre personnel, je les transmettrai, je les retranscrirai, à la suite de la présentation de la discussion. Et enfin, je remercie l'équipe de communication qui œuvre derrière chaque webinaire, pour nous en tout cas chez ECO. Et Alexandre, je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci déjà donc à toi Jessica et puis à l'équipe de l'AFD pour nous avoir demandé voilà de travailler, d'étudier cette question donc autour des crédits carbone, des marchés carbone volontaires et d'une analyse de fond qui, comme on va le voir, à la fois critique et normative. Alors, voilà. Donc, j'ai eu le plaisir de diriger cette étude avec en coordination scientifique, donc Clément Morla, qui est socio-économiste et qui assure aussi la coordination scientifique de la chaire comptabilité écologique, et avec comme co-autrice, donc comme rappelé, Éléonore Di, Stephen Gauthier et Soline Ralit, qui sont doctorantes de la chaire et cumulent en fait un certain nombre d'expertises qui ont été essentielles pour ce travail, que ce soit côté finance climatique, économie du climat, gestion écosystémique et ingénierie environnementale. Juste un mot très rapide sur la chaire que j'ai le plaisir de co-diriger. Alors, à titre personnel, je suis maître de conférence à AgroParisTech et chercheur au CIRED.
Donc cette chaire justement donc est portée par la Fondation AgroParisTech, hein, et c'est une chaire de recherche, d'enseignement et de débat entre plusieurs types d'acteurs, hein, que ce soit des acteurs institutionnels. On a comme partenaire, par exemple, le ministère de la Transition écologique, des organismes professionnels. On a aussi comme partenaire le Conseil national de l'Ordre des experts comptables, hein, des entreprises diverses, des associations, donc des ONG là aussi diverses, hein, et donc on a des travaux communs aussi d'expertise, comme par exemple ici avec l'AFD. On avait déjà eu un travail d'ailleurs commun avec l'AFD il y a quelques années sur des problématiques là plutôt comptabilité nationale, comptabilité au niveau des écosystèmes. Le cadre de travail de la chaire, hein, est autour donc des comptabilités écologiques, hein, depuis les organisations jusqu'à la comptabilité nationale, en passant par la comptabilité au niveau des écosystèmes, comptabilité écosystème centrée, avec le prisme d'analyse, une analyse critique, hein, de ce qui est fait à l'heure actuelle, et avec des propositions en fait de cadres méthodologiques et de modèles, hein, qui permettent des couplages entre sciences de gestion, sciences économiques et sciences écologiques. Donc c'est vraiment dans cette idée de couplage et de proposition que travaille la chaire, et c'est comme ça qu'on a abordé donc la question des crédits carbone et du marché carbone volontaire. Donc dans ce cadre, eh bien le but de l'étude, qui sera communiqué donc ultérieurement, eh bien, c'était vraiment d'ouvrir la boîte noire des crédits carbone et de ce marché carbone volontaire, en écho à ce qui a été introduit donc par Jessica précédemment, avec donc déjà bon un retour sur ces instruments. Évidemment, j'en dirai deux mots. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technicité de ces instruments. On aura l'occasion éventuellement de revenir dessus dans les questions si il y a des questions. Donc, je ne vais pas rentrer dans des points ultra techniques sur ces points-là, pour me focaliser vraiment sur les points saillants, les idées, les concepts saillants et la problématisation de l'étude. Donc retour sur les instruments et surtout, et c'est ça qui nous a importé, les paradigmes qui sont sous-jacents à ces instruments. C'est-à-dire dans quel univers de pensée, dans quel univers conceptuel ils s'inscrivent, et donc ce qu'il faut attendre aussi de ces instruments, et ce qu'il ne faut pas en attendre aussi quelque part. Donc aussi pour répondre à ces questions, est-ce qu'on peut avoir un prix unique du crédit carbone, des choses comme ça, qui sont en lien avec les paradigmes sous-jacents. Alors, en interrogeant en fait ce paradigme, on arrive très rapidement, comme on va le voir, à interroger le paradigme dit de l'économie néoclassique et le paradigme de l'économie, c'est-à-dire mainstream à l'heure actuelle, et ça amène en fait, ça amenait à interroger en fait une certaine déconnexion des crédits carbone tels qu'ils sont formulés à l'heure actuelle et du marché, avec ce qu'on peut appeler des réalités climatiques, c'est-à-dire au niveau des politiques climatiques, par exemple l'accord de Paris, là aussi comme ça a été rappelé, mais aussi organisationnelles. Alors ça peut paraître un peu étonnant en première lecture, mais pour bien comprendre la problématique et voir aussi dans quoi tout ça s'insère, ce qui se passe, hein, c'est pour donner une introduction en fait et je dirais une orientation à la compréhension en fait des travaux derrière donc cette articulation entre gestion, économie et écologie. La première fois en fait qu'on a posé la question de l'insertion des enjeux socio-environnementaux dans les organisations, puisqu'il s'agit bien là de cette question, quelles que soient les organisations, mais à commencer par les entreprises. Bon, on a eu des prémices fin 19e, mais quand on a une montée en puissance de ces questions, enfin, on a tout démarrage après la Seconde Guerre mondiale, et puis quand on s'insère, quand on commence à poser la question comment ça s'insère vraiment dans les logiques organisationnelles pures, c'est-à-dire les tableaux de bord, les systèmes comptables, ça, c'est des questions qui arrivent à la fin des années 60. La base en fait de raisonnement est la suivante, c'est de dire, eh bien, ce qui est important, c'est de se centrer sur les activités humaines, c'est-à-dire les organisations humaines elles-mêmes. Et à partir de là, on a besoin d'outils, on a besoin de systèmes comptables notamment pour réorienter ces activités, en fait se réorganiser d'une façon différente, compte tenu d'enjeux liés à la qualité de vie, à la qualité des écosystèmes, etc. Donc c'est comme ça qu'on pose les débats, et quitte à, et c'est là où je veux en venir, à arriver finalement à des possibilités, enfin des potentielles inefficacités économiques temporaires. Alors,
Ce que ça veut dire, c'est que originellement, la question de l'insertion des enjeux socio-environnementaux dans les entreprises s'est posée en termes de, il y a des activités humaines à modifier. Ces activités humaines doivent être modifiées selon, en fait, on doit repenser les outils de gestion, et ça va amener, en fait, à l'économie à se repositionner. Et donc, l'économie, temporairement, peut être inefficace, inefficiente, mais c'est pas le problème, et l'économie, du coup, va arriver à autre chose. Et donc, avec cette idée que l'économie, c'est juste la résultante des activités humaines organisées. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, en fait, à partir des années 70, mais surtout 80 et 90, une modification très substantielle de cette vision des choses. On a eu, en fait, un renversement. Et c'est vraiment là-dedans que vont s'inscrire les crédits carbone. On est dans ces temporalités-là. C'est-à-dire ce renversement sur lequel je vais revenir largement, c'est de dire, ben, finalement, ça peut être traduit par la célèbre citation de Nicolas Stern dans les années 90, donc, très grand économiste du climat, qui est de dire, le changement climatique, c'est une défaillance de marché. C'est-à-dire que là, on arrive à autre chose. C'est-à-dire qu'on a le marché, déjà, voilà, une entité qui apparaît comme ça, qui doit être efficient, et on va en fait avoir une lecture des phénomènes, par exemple climatiques, et des enjeux socio-environnementaux en termes d'efficience des marchés. Et en fait, on va avoir aussi une relecture des organisations en termes de marché, et est-ce qu'une organisation, en fait, l'organisation des entreprises dépend, va commencer à être comprise comme dépendante de l'efficience des marchés. C'est-à-dire qu'on a un renversement complet. Et je tenais à donner ça comme introduction parce que ça permet vraiment de positionner les questions. On a eu en fait une évolution entre les années 60 et maintenant dans la façon d'aborder les questions à la fois au niveau des organisations et notamment les entreprises, mais aussi au niveau des enjeux socio-environnementaux sur la façon de positionner tout ça. Et donc dans ce cadre, c'est vraiment dans cette vision-là que s'inscrit la création des crédits carbone, du marché carbone, enfin des marchés carbone volontaires, et tout ça, comme on va le voir, va créer en fait une certaine déconnexion par rapport déjà au fonctionnement réel des organisations. C'est-à-dire qu'on va plus centrer sur les activités humaines elles-mêmes. On va considérer qu'en fait, on se centre sur le marché et que les activités doivent en découler, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, on a une inversion entre le rôle des activités humaines et le rôle des marchés. Et puis, on va avoir en fait voilà, un questionnement par rapport à la connexion réelle avec les politiques climatiques. Donc ça, je vais revenir dessus. Et à partir de là, notre travail, ça a été de dire bah, comment est-ce qu'on peut opérer une reconnexion. Donc, opérer une reconnexion, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une relecture vraiment beaucoup plus dans les organisations sur les activités humaines qui soient connectées aussi aux politiques climatiques telles qu'elles sont pratiquées à l'heure actuelle, des crédits carbone et des marchés carbone volontaires. Donc, ça nous a amené à interroger bah, c'est quoi les politiques climatiques et qu'est-ce qu'on peut en déduire d'opérationnel pour justement réembarquer et repenser les activités humaines, et de se réinterroger aussi sur bah, ça veut dire quoi le fonctionnement des processus organisationnels, et à partir de là, comment est-ce qu'on peut reproblématiser la question des crédits carbone et des marchés carbone volontaires. Voilà. Donc cette longue introduction, c'est pour vous donner en fait vraiment le socle de travail et l'orientation de travail de cette étude. Alors, à partir de là, quelques éléments sur les crédits carbone volontaires et marchés carbone volontaires, les marchés carbone volontaires. Donc déjà, derrière ces instruments qui apparaissent, alors qui sont très attachés au protocole de Kyoto. Ça ne veut pas dire il apparaît que le protocole de Kyoto, donc en 97, en fait, ils sont d'un petit peu avant, mais ils sont vraiment liés, leur développement est lié au protocole de Kyoto, avec donc cette idée derrière le protocole de Kyoto, justement, d'aborder les questions de changement climatique via le développement de certains types d'outils tels que le marché, justement, un certain type de marché, avec des marchés réglementés, des marchés volontaires. Alors ça va donner lieu après, évidemment, dans la descendance de tout ça, aux marchés réglementés des quotas CO2 européens, avec des mécanismes qui sont attenants, mécanismes de développement propre, etc. Donc tout ça, je ne reviens pas dessus. Éventuellement, encore une fois, en question, on pourra revenir sur des points plus techniques si vous le souhaitez. Et du coup, très concrètement, ce que l'on a derrière un crédit carbone, c'est très simple, hein, c'est un actif qui fait que, voilà, du point de vue de l'entreprise, vous achetez un actif. Hein, derrière l'actif, et c'est bien ça toute la question sur laquelle je viens, c'est derrière, voilà, derrière l'actif, vous avez des projets. En fait, il est censé y avoir des projets.
Donc, ces projets peuvent être de différentes natures. Ça peut être des projets dits de réduction d'émissions, des projets d'évitement d'émissions et des projets d'absorption de carbone, c'est-à-dire de séquestration du carbone, donc des puits carbone. Donc, les projets, alors, pour le dire très, très génériquement, réduction et évitement, donc c'est pour faire en sorte que on développe d'une façon ou d'une autre des projets qui vont moins émettre. Alors voilà, sans rentrer dans les détails. Et puis absorption de carbone, c'est des projets qui favorisent le développement de puits carbone, notamment puits carbone naturels, forestiers, par exemple, entre autres. Ce dont on se rend compte, c'est que l'écrasante majorité des projets sont d'ordre réduction et évitement, comme on le voit ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, en fait. Est-ce que vous voyez mon pointeur ou pas? On voit pas. Alexandre, moi je ne le vois pas en l'occurrence. Bon, alors, pas de souci. Donc, du coup, je vais le dire à l'oral. Donc, en fait, vous avez une case en rose à droite, milieu droite, qui est marquée 3%. Ça correspond en fait véritablement à ce qu'on estime derrière les crédits carbone en termes de séquestration, donc de puits carbone. Donc, l'écrasante majorité, les 83% qui sont dans la case grise, c'est des projets de type réduction, évitement. Alors, à côté de ça, justement, ces actifs, qui, encore une fois, ça devient une classe d'actifs, et j'emploie ce mot à dessein, on va voir pourquoi. Classe d'actifs particulière, qui d'ailleurs, même d'un point de vue comptable, là, c'est un point technique qui a son importance, qu'on travaille dans cette étude, mais encore une fois, sur lequel je ne vais pas revenir complètement ici, mais juste pour signaler que le traitement même comptable à l'heure actuelle, dans les organisations de comment donc intégrer cet actif est tout sauf réglé, c'est-à-dire qu'il y a des différences notables entre les normes comptables, par exemple françaises, et les normes comptables internationales sur la façon même de conceptualiser cet actif qui est un crédit carbone, avec des différenciations qui sont très 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 notables. Donc, ce qui montre aussi que on ne sait pas exactement comment se comporter avec, et on ne comprend pas bien sa fonction et sa nature, vraiment d'un point de vue comptable et de l'insertion dans le fonctionnement des organisations. Donc cet actif, en tout cas d'un point de vue économique, financier, il va y avoir en fait un marché primaire qui se construit. Donc le marché primaire, c'est le marché d'émission. Voilà, il y a des projets qui doivent avoir de l'argent. On y met donc le crédit carbone. On peut donc acheter le crédit carbone, et des marchés secondaires. Donc là, on a des échanges sans que, il y ait vraiment des financements de projets derrière. Alors, c'est très dur d'estimer fondamentalement le développement des marchés secondaires, mais il y a quelques études qui sont cochées sur la question, notamment celles que l'on cite, qui ont réussi un peu à décortiquer ça et qui montrent que, alors ce qui est marqué là, unregistered, ça correspond peu ou prou, sans entrer dans les détails, au marché secondaire. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un développement de plus en plus important des marchés secondaires, et c'est pas étonnant par rapport à justement ce qu'on va expliquer juste après. Donc, alors, le scandale qui a eu lieu en début d'année a un peu rediscuté ça, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène actuellement de les brokers sont un tout petit peu en perte de vitesse, voir si ça va être temporaire ou pas, mais en tout cas, il y a quand même un très 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 fort développement des marchés secondaires. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est pas que dans les crédits carbone, c'est en fait dans tous les titres financiers qui existent, que ce soit des actions, des obligations, actions vertes, obligations vertes, on a des développements très très conséquents des marchés secondaires. Alors, tout ça amène à cette réflexion de, le crédit carbone est devenu, enfin, et même a été pensé comme étant donc simplement un actif, finalement, de façon très très triviale, une sorte de bout de papier. Alors évidemment, il n'y a pas de papier, mais voilà, c'est un titre d'une façon ou d'une autre que vous achetez. Voilà, donc vous avez un paiement, et en regard de ce paiement, vous avez des émissions que vous pouvez enlever de votre comptabilité carbone. Donc en fait, c'est devenu un dispositif d'achat contre une contrepartie de, voilà, je peux en éliminer des émissions de gaz à effet de serre, enfin des émissions équivalentes de CO2 de ma comptabilité carbone. Alors, tout ça, en fait, s'inscrit dans une logique donc complètement économicisée à partir de ce que j'ai commencé à introduire, donc ce qu'on appelle le paradigme de l'économie néoclassique, en disant le traitement en fait des enjeux socio-environnementaux, et à commencer par les enjeux climatiques, doit se faire dans le cadre alors, de ce qu'on va appeler, là encore, je ne rentre pas dans les détails, l'internalisation des externalités, la lutte contre la défiance des marchés,
en partant du principe qu'on a des marchés efficients. Et à partir donc de certains axiomes, je les ai rappelés à droite, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir une préconception, notamment de la rationalité humaine. Donc les êtres humains sont là pour maximiser leurs préférences, leur bien-être individuel, donc un individualisme méthodologique, que dans cette vision-là, les entreprises sont de simples fictions, c'est-à-dire que l'organisation en tant que telle n'existe pas réellement. Il va y avoir en fait l'idée que l'entreprise, c'est la société des actionnaires. D'ailleurs, c'est très rediscuté actuellement. Vous avez les travaux autour de la loi Pacte et du rapport Notas-Sénard qui ont reposé la question de bah non, l'entreprise existe en tant que telle au-delà des actionnaires, mais en tout cas, dans la logique néoclassique, c'est comme ça, avec l'idée que l'entreprise donc, doit être là pour maximiser des profits, maximiser donc les profits des actionnaires propriétaires. Et on va avoir une énorme hypothèse qui est il peut exister des marchés efficients qui sont convergents vers des prix d'équilibre, c'est-à-dire qui équilibrent l'offre et la demande. Et ça va conduire à l'idée qu'on peut trouver des valeurs objectives des actifs sur des marchés à partir du moment où ils fonctionnent. Et il se trouve qu'on a des théorèmes qui sont considérés comme des théorèmes extrêmement importants du point de vue de l'économie classique au XXe siècle, qui ont été d'ailleurs ça fait partie des explications sur le pourquoi du comment ce type d'économie, ce type de pensée économique s'est imposé, qu'on appelle les théorèmes du bien-être, qui montrent, moyennant tout un tas d'hypothèses très peu réalistes en fait au final, que eh bien, les prix d'équilibre des actifs correspondent aux répartitions optimales des ressources possibles, optimales dans le sens de maximisation des bien-être des êtres humains. Donc, voilà, donc on a réorienté en fait progressivement les débats en termes de il faut que les marchés soient efficients, il faut qu'on trouve les prix d'équilibre, d'où la question quel est le prix d'équilibre des crédits carbone, puisque les crédits carbone deviennent simplement en fait un actif parmi d'autres qu'il faut arriver donc à intégrer dans un marché efficient. Donc en fait, on part d'une problématique climatique fondamentalement pour arriver à une problématique de on a des actifs qu'il faut gérer de la meilleure façon possible sur des marchés qui doivent être efficients pour arriver à un prix d'équilibre, pour avoir une répartition optimale des ressources, etc., etc. Et tout ça, en fait, fait qu'on arrive à un phénomène, à plusieurs phénomènes, qui sont, un, que les activités humaines vont être donc comprises par le prisme de l'efficience des marchés. Et donc, toutes les entreprises, vraiment, la pensée de l'entreprise va être conditionnée par ça, la finance va être conditionnée par ça. Il faut bien comprendre que la relecture de la finance au prisme de cette vision-là, qui est advenue donc dans les années 60-70, avec notamment les travaux connus de Friedman et autres, a conduit à l'heure actuelle au fait que la finance n'assure plus réellement, le marché boursier, pardon, n'assure plus réellement le financement des entreprises et que la grande partie des travaux en finance concerne en fait les marchés secondaires, les problèmes de risques actionnariaux et pas vraiment substantiellement les questions de financement des activités humaines. Et puis derrière, vous avez aussi le phénomène dit d'assetization. Alors, on est revenu beaucoup sur cette question dans l'étude. L'assetization, c'est en fait une idée, un concept qui est à l'interface entre l'économie, la gestion et l'anthropologie, donc une anthropologie de nos économies, de nos sociétés. L'assetization, c'est la transformation permanente et continue de toute chose en classes d'actifs. Alors les classes d'actifs, c'est quoi? Eh bien, ce sont des choses qui sont contrôlables, maîtrisables, potentiellement échangeables et capitalisables, c'est-à-dire qu'on peut avoir en fait sorte de retour sur investissement, en fait, un contrôle des flux de valeur ou des flux de quelque chose attendu dans le futur. Donc, il y a une prévisibilité. Donc, derrière la notion d'actif, on a donc des questions de contrôle, de maîtrise, de prévision d'un flux de gain de quelque chose qui soit donc totalement, encore une fois, prévisible, avec des possibilités d'échangeabilité, de marchandisation, en fait, qui vont avec. Et c'est ça qui va être consubstantiel du crédit carbone. C'est de transformer une problématique climatique et une problématique organisationnelle de projet en termes de classe d'actifs, où on va essayer en fait de sortir des choses qui soient contrôlables, qui puissent devenir échangeables, quitte à construire en fait un marché secondaire principal, et qui soit donc capitalisable dans le sens où on va avoir un retour automatique, et le retour étant ici en termes de CO2 évité. Donc, là encore, ça crée quelque chose qui est de dire on achète un titre simplement qui va donc voilà, un élément contrôlable en termes de jetant de tonnes CO2 évitées que je peux intégrer dans ma quantité carbone, moyennant donc un prix donné. Et du coup,
on en perd totalement le lien avec les différents projets. C'est pas du tout inscrit dans le crédit carbone, c'est pas l'enjeu justement, c'est d'avoir un découplage de plus en plus important, d'où aussi cette question des marchés secondaires. Alors, on se retrouve dans une situation où on a d'un côté, quelque part, bien, une réalité socio-écosystémique avec des organisations qui fonctionnent, des activités humaines de façon très générale entre des entreprises, des organismes publics, des institutions, des activités humaines même domestiques. On a les interactions avec les écosystèmes, avec les systèmes climatiques. Donc en fait, on a ce qui est très connu en économie écologique, c'est-à-dire vous avez l'économie pris dans la société, pris dans la biosphère. Donc tout ça fonctionnant dans des interactions très complexes. Et puis le phénomène d'acidification en fait coupe un peu tout ça, découpe, fait une découpe là-dedans, va donc transformer ça en des titres quelque part, où on voit plus en fait les phénomènes organisationnels, on voit plus les phénomènes écosystémiques, on voit plus ça, et on dit juste on a une caractéristique qui est contrôlable et moyennant de l'argent, vous pouvez en fait enlever du CO2 de votre propre comptabilité carbone. Point. Alors tout ça crée, encore une fois, en disant très rapidement, on revient beaucoup là-dessus dans cette étude, un phénomène euh, qui se ressent de plus en plus, hein, qui est que d'un côté, on a donc un univers très très économicisé et en fait quelque part très financiarisé, avec aussi derrière des enjeux réputationnels, mais réputationnels financiarisés quelque part, qui va s'autonomiser et qui va finalement se découpler du reste, c'est-à-dire derrière il y a des questions climatiques hein, réellement, mais on les voit plus, on les voit pas. Il y a des questions d'organisation réelle, mais les entreprises en fait n'apparaissent pas vraiment et la façon dont les entreprises fonctionnent n'apparaissent plus. Donc on va avoir voilà cette autonomisation et qui est assez typique hein, derrière ce phénomène donc des crédits carbone et du marché carbone volontaire tel qu'il est pensé et tel que d'ailleurs même encore une fois le fait de dire il peut y avoir un prix carbone unique vient de ces hypothèses de convergence des marchés, ce qui quand on regarde la diversité des projets, la diversité en fait de la réalité climatique, comme on va le voir, laisse un peu songeur en disant comment pourrait-il y avoir un prix unique. Donc notre travail ça a été de dire à partir de là ouvrons vraiment la boîte noire et voyons ce qu'on veut vraiment faire avec ces crédits carbone et ces potentiels marchés carbone volontaires. D'où, premièrement, la question des politiques climatiques. Alors, là, je ne vais pas détailler tout le schéma, c'est juste pour vous donner quelques idées autour de comment fonctionnent les politiques climatiques et le fait que, effectivement, on va dire théoriquement, les marchés carbone volontaires s'inséreraient, en fait, sont censés s'insérer dedans. Donc, dans cette diapositive, donc vous avez l'accord de Paris qui est surplombant, avec deux branches, hein, la question évidemment de la limitation de changement climatique à 1,5 degré, 2 degrés maximum, on doit être donc dans la fourchette 1,5-2 degrés en étant le plus proche possible de 1,5, et la question de l'aide hein, aux pays en développement, donc sur une justice climatique mondiale. Alors tout ça conduit à une organisation spécifique avec tout un tas de développements. Encore une fois, je ne vais pas tout détailler. Vous avez des systèmes d'inventaire, vous avez alors les NDC, en fait, c'est ce que récupèrent les États en termes d'attribution climatique. Vous avez donc là-dedans, évidemment, les organisations diverses et variées qui sont dans les différents pays, qui contribuent, financent ou pas des activités dans les pays en développement, etc. Et là-dedans, en théorie, donc s'inséreraient ou devraient s'insérer les marchés carbone volontaires. Le problème, c'est que quand on étudie ça, quand on regarde ça en détail, eh bien, le constat est celui-là. C'est que le... Attendez, j'ai une fenêtre qui vient de s'ouvrir. On constate quoi? On constate que, premièrement, il y a des doubles comptages un peu partout, et notamment sur les questions en fait, de flux envers les financements pour les pays en développement. Donc, il y a des problèmes de comptabilité et d'organisation en fait, de plein de flux de financement dans tous les sens. Il y a des questions qui sont que on a des comptabilités carbone au niveau de l'accord de Paris qui se font au niveau nationaux, tandis que les crédits carbone sont en fait au niveau micro et il n'y a pas d'interface.
On constate que les objectifs ne sont pas atteints, enfin, ça ne fonctionne pas vraiment. Les choses ne se connectent pas d'une façon ou d'une autre, tout simplement parce que, encore une fois, il y a des déconnexions à tous les niveaux, et en particulier, on a une déconnexion très patente du marché des crédits carbone volontaires, qui s'est donc autonomisé par rapport à tout le reste. Donc, pour aborder simplement cette question-là. Alors, comment on fait pour reconnecter? Eh bien, la première chose, c'est comment est-ce qu'on traduit justement les politiques climatiques de façon, on va dire, plus opérationnelle et qui va pouvoir être rentrée dans la logique organisationnelle et donc, encore une fois, ouvrir le capot et voir comment on insère tout ça dans politique climatique, dans les jeux organisationnels et comment on repense les marchés à partir des organisations humaines et les crédits carbone à partir des vrais projets qui sont derrière en phase avec les politiques climatiques. Eh bien, on a une notion qui apparaît très rapidement, qui est la notion de dette climatique. Cette notion de dette climatique, elle va nous être très utile quand on va rentrer dans la question des organisations. La dette climatique, c'est quoi? C'est le constat, la traduction, en fait, de cette question de l'accord de Paris, en disant les activités humaines consomment du climat, littéralement, c'est-à-dire que l'activité humaine anthropose des gaz à effet de serre dans le système climatique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pour favoriser justement ces activités humaines, c'est-à-dire que les activités humaines ont besoin d'émettre des gaz à effet de serre, d'une façon ou d'une autre. Donc en faisant ça, on consomme en fait littéralement le système climatique. Et l'accord de Paris dit, OK, vous consommez, mais le problème, c'est que derrière, il faut, entre guillemets, rembourser. C'est-à-dire, en fait, il faut préserver le bon état écologique du système climatique. Et c'est ça, en fait, qui est l'accord de Paris. C'est conserver une trajectoire de changement climatique qui soit maîtrisée et qui correspond, en fait, à un certain type de stabilité climatique. Donc la dette climatique, c'est le constat que on consomme le système climatique et il faut rendre quelque chose, il faut rembourser quelque chose. Donc c'est une traduction d'un mécanisme de les activités humaines ont besoin de quelque chose, voilà. Mais on considère que cette chose est fondamentale et cette chose, il faut être capable de la rembourser, c'est-à-dire de préserver cette chose-là qui est le système climatique. Alors, de façon encore plus opérationnelle, comment ça se traduit? Ça se traduit avec déjà des structurations de ce qu'on va appeler des budgets carbone au niveau planétaire. Donc, les budgets carbone au niveau planétaire qui vont ensuite être redescendus, on va pouvoir les redescendre sur les entreprises via des initiatives comme SBTI, les Science Based Target Initiative. Il y a d'autres initiatives qui existent, mais je cite la plus connue. Donc, on commence avec des budgets carbone au niveau planétaire qui vont structurer de façon précise justement cette dette climatique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve derrière les budgets carbone et donc derrière l'évaluation de cette dette climatique? On retrouve en fait des graphiques qui sont donc, toujours représentés de cette façon-là. Là, ce qui est représenté, ce sont donc au niveau planétaire les émissions de gaz à effet de serre année par année, donc chaque barre correspond à une année. Et on a une décroissance, donc c'est les émissions de gaz à effet de serre maximum admissibles, je vais revenir là-dessus, chaque année, avec une décroissance du coup pour arriver à la neutralité carbone, donc cette notion de neutralité carbone, en 2050. Alors pour être précis, en fait c'est entre 2050 et 2070, puisque la neutralité carbone en 2050, c'est pour atteindre un changement climatique à 1,5 degré. 2070, c'est un changement climatique à 2 degrés. Et donc, l'accord de Paris doit dire on doit être en unité carbone entre 2050 et 2070 en étant le plus près possible de 2050. Alors, sur ce schéma, alors, comme vous ne voyez pas mon pointeur, je vais le détailler à l'oral. On a trois flèches, on a trois courbes qui décroissent. On a un budget haut, un budget bas et un budget brut. Alors, la notion de budget bas, ça correspond véritablement au démarrage de la dette climatique. Pour le dire autrement, quand vous avez donc au niveau, là, encore une fois, planétaire, des émissions de gaz à effet de serre qui restent en dessous de la courbe budget bas. Donc, vous voyez, vous avez la courbe budget bas qui est une courbe pleine. Quand vous êtes en dessous de la courbe budget bas, en fait, on considère que là, c'est des émissions qui sont entre guillemets, acceptable compte tenu de l'objectif de changement climatique fixé par l'accord de Paris. Donc, vous n'avez rien à faire, entre guillemets. Vous avez rien à faire. Voilà, il y a des émissions, mais ça va. Vous n'avez rien à faire. Donc, quand vous êtes en dessous de la courbe budget bas, vous voyez, cette courbe budget bas va arriver en fait à un zéro, quasiment un zéro. Ce qui se passe, c'est qu'on dépasse cette courbe de budget bas. Et donc, si on dépasse cette courbe de budget bas, c'est là où apparaît la dette. C'est-à-dire, c'est là où il faut faire quelque chose. Et c'est ça qu'il va falloir intégrer justement dans ces politiques
climatique redescendu sur les organisations. Donc c'est là où on a besoin en fait de séquestration de carbone, d'enlever le carbone ou de le capturer à la sortie des tuyaux d'une façon ou d'une autre. Et j'insiste sur un point qui est important, c'est que il y a en fait un couplage nécessaire pour obtenir une neutralité carbone planétaire entre d'un côté être le plus proche possible du budget bas, c'est-à-dire réduire au maximum nos émissions donc en l'état, ça c'est fondamental, mais qu'on ne pourra pas s'en sortir non plus sans puits carbone. Et ça, c'est directement dans les travaux du GIEC. La neutralité carbone, d'ailleurs, comme vous le voyez sur la courbe, ne veut pas dire que, la neutralité carbone, en fait, arrive à un budget bas qui est nul. Ça veut dire ça veut dire qu'il faudrait plus émettre du tout si on était uniquement sur le budget bas. Et ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et c'est pas l'enjeu. C'est pas l'objectif. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des puits carbone, d'avoir des puits carbone qui soient scientifiquement crédibles, ce qui est un point fondamental, scientifiquement crédible, et avec on est très loin d'avoir encore tout ce qu'il faut en termes de puits carbone et des dispositifs aussi de captage de CO2. Et là, on est très loin en termes de R&D par rapport à ça. Alors donc ça, c'est le budget bas. Et vous voyez, un budget haut. Donc le budget haut, en fait, c'est la limite supérieure de ce qu'on peut appeler une dette climatique. Parce que ce qui se passe, c'est que donc sur le rectangle orange, donc l'écart qui est marqué, écart puits additionnel, ce sont donc les puits qu'il faudrait avoir pour arriver à gérer donc les émissions de gaz à effet de serre planétaires qui sont au-delà de ce qui est normal pour atteindre donc les objectifs de l'accord de Paris. Le problème, c'est qu'on ne peut pas multiplier les puits carbone à l'infini. Donc il y a une limite. Il y a une limite en fait en termes de puits carbone faisable. Et c'est ça qui correspond au budget haut. Et ça veut dire que la dette climatique, fondamentalement, elle se situe entre le budget bas et le budget haut. Si on dépasse le budget haut, là, ça pose un énorme problème. Ça pose un problème que on ne sait plus faire. On ne sait plus faire. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, il y a des possibilités de roulement de dette, mais bon. Mais ça pose une question fondamentale et qu'on va retrouver au niveau des organisations, de la question du renoncement des activités. C'est-à-dire que là, on ne peut plus, c'est de la dette qui est ingérable et on arrive à une notion qui va être aussi fondamentale dans la question du fonctionnement des organisations compte tenu des politiques climatiques, qui est la question de l'insolvabilité climatique. Est-ce que à ce moment-là, on est à un moment où on ne peut plus considérer qu'on est sur une dette climatique gérable et donc il faut poser la question véritablement des activités climatiques. C'est plus une question d'efficience de marché là, c'est vraiment une question fondamentalement. Il faut repenser des activités climatiques elles-mêmes. Puis dernier point sur ce schéma qui est essentiel à comprendre pour ensuite passer sur le fonctionnement des organisations, c'est la dernière courbe qui est en pointillé, qui s'appelle donc, on a appelé le budget brut. Le budget brut, ça revient très régulièrement dans les débats autour des crédits carbone d'ailleurs, mais sans être formulé comme ça justement. C'est-à-dire que cette notion de structuration de la dette climatique permet d'aborder de façon très structurée et même comptable la question justement sous-jacente au crédit carbone. Le budget brut, en fait, ça va correspondre, enfin l'écart plutôt entre les budgets bruts et budget bas, ça correspond en fait au puits carbone existant. C'est-à-dire que les modélisations qui sont faites actuellement de ce qui est gérable en termes d'émissions de gaz à effet de serre sans puits supplémentaires tiennent compte de puits existants, et de puits notamment naturels, entre guillemets, naturel étant à prendre avec beaucoup de guillemets. Et notamment, c'est par exemple considérer que la Terre comporte déjà des puits carbone, par exemple océaniques, de couverture forestière, etc., etc. Et donc, en fait, ces puits carbone existants ne rentrent pas dans le calcul des puits additionnels. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre le fait de protéger des puits existants, qui en fait est un travail qu'on a qualifié de service public dans l'étude, c'est-à-dire c'est de la protection de puits existants qui permet de garder des niveaux de budget bas en fait au niveau où ils sont, et le fait de devoir créer des puits additionnels si on veut en fait gérer la dette climatique. Donc ça veut dire que les questions des puits carbone existants ne rentrent pas dans la dette climatique, mais sont une fourniture d'un service public, en fait un service public planétaire qui permet de faire en sorte que le budget bas ne s'effondre pas, et en fait ne s'effondre pas sur le budget brut, fondamentalement. Donc ça permet de structurer la réflexion autour des politiques climatiques. Donc de façon très précise, très claire, on arrive à voir donc comment se fonde une dette climatique, les limites, et ces questions donc de service public attenant. Et donc on va essayer de rentrer ça, c'est ça que je vais expliquer donc très rapidement, le temps passant, dans le fonctionnement des organisations. Alors justement,
Pour arriver à ça, donc, ce qu'on va vraiment faire, c'est, comme je viens de le dire, on va prendre ces objectifs de politique climatique qui combinent objectifs politiques et objectifs scientifiques. On va poser la question de comment on se réorganise avec ça. Et c'est à partir de là qu'on va essayer de poser la question. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on pourrait repenser la question des crédits carbone et marché carbone volontaire. Et en même temps, ça nous permet d'interroger vraiment de façon très approfondie la réalité actuelle des crédits carbone et des marchés carbone volontaires, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils devraient faire, à quelles problématiques ils renvoient fondamentalement. Alors justement, quand on dit réinterroger le fonctionnement des organisations, bah, ça veut dire quoi? Alors là, encore une fois, je vais aller très très vite, pardonnerai, donc je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais quand on ne considère plus l'entreprise comme un simple point dans un marché et qui doit en fait être géré de façon efficiente, eh bien, quand on regarde vraiment ce qu'est une activité humaine au niveau d'une organisation et pourquoi on fait des organisations, que ce soit des entreprises ou autres d'ailleurs, c'est basiquement quelque chose de très simple. C'est pour faire en sorte qu'avec certains biens et services, on obtienne d'autres biens et services. Voilà, c'est vraiment très très. Donc c'est ça une organisation humaine, une activité humaine organisée, c'est pour faire en sorte de passer de certains types de biens et services on mouline et on obtient d'autres biens et services. Alors ça peut être à la fin des biens et services qu'on va vendre avec une activité lucrative comme dans une entreprise. Ça peut être des biens et services publics, ça peut être des biens et services divers et variés. Donc là, je vais me focaliser sur les entreprises, mais donc dans l'activité de création de valeur et lucratif. Mais c'est vraiment ça, en fait, la notion d'organisation. Donc c'est, premièrement, fondamentalement, ce qu'on appelle le cycle d'exploitation. C'est on obtient des biens et des services, notamment services de travail, au passage, et avec ça, voilà, on assemble tout ça, on réassemble, on obtient d'autres biens et services qu'on peut vendre, revendre. Bon. Donc ça, c'est la base du fonctionnement d'organisation. Ça correspond d'ailleurs à une structuration en comptabilité qui est la comptabilité matière. Par exemple, on va suivre les stocks, on va suivre les biens, on va suivre les services d'ailleurs, les unités de travail, etc. etc. Alors là-dessus, en fait, on cale, on articule ça avec une autre réalité. Cette autre réalité, c'est que il y a aussi des flux monétaires, des flux et des stocks monétaires. Donc il faut bien comprendre que la réalité intrinsèque d'une organisation, c'est d'abord et avant tout des questions de réorganisation de biens et de services. Par exemple, un boulanger, la première chose à laquelle, pourquoi il ouvre une boulangerie, c'est pour fabriquer du pain, voilà, basiquement. Et donc à partir de farine, de travail, d'un local, etc., il va obtenir du pain. Et à partir de là, eh bien, il y a des flux et des stocks monétaires qui arrivent et qui doivent être articulés avec. La grande différence avec les biens et les services, c'est que les flux monétaires et les stocks monétaires induisent quelque chose de fondamental qui est une obligation de remboursement. C'est-à-dire que, par exemple, ce boulanger, cette boulangère, va recevoir de l'argent pour son activité et cet argent, il va falloir que, à terme, il soit remboursable. Et donc, on va devoir savoir comment articuler pleinement ces biens et ces services avec des flux et des stocks monétaires et avec des dettes et des créances qui arrivent. Donc, on a des notions de dettes et créances. Et il va falloir arriver à gérer tout ça. Et c'est ça qui est au cœur du fonctionnement des organisations dans la vie de tous les jours. Et c'est ça que fait, par exemple, la comptabilité. Donc, on a un système de biens et services qui constitue donc le cycle d'exploitation, et on a un système d'articulation entre des flux stocks monétaires et des dettes et créances attenantes. Donc, on apporte de l'argent, cet argent permet le cycle d'exploitation, et cet argent, il va falloir le rembourser, et le remboursement venant de la création de valeur. Voilà. Donc là, on a en fait le dispositif de fonctionnement très très standard, ultra classique des organisations historiquement, et qui a été en fait au fur et à mesure un peu justement mis de côté par cette vision néoclassique en disant ça, bon, c'est pas trop le problème, c'est le final, c'est d'être capable en fait d'avoir un rendement en fait qui soit fixe et qui soit contrôlable. C'est pas ça en fait le fonctionnement fondamental des organisations. Alors ça a conduit, là je ne vais pas du tout détailler, mais ça a conduit donc du coup à des organisations comptables extrêmement bien structurées, donc à voir méthodologiquement et rigoureusement comment est-ce qu'on combine ces flux donc de biens et de services, et ces stocks de biens et de services, ces flux et ces stocks monétaires, comment est-ce qu'on crée donc les dettes, les créances, etc. Donc là c'est une représentation, alors c'est le grand livre qui va donner lieu au bilan et compte de résultats. En fait, c'est juste pour donner l'idée qu'on a un espace structuré au niveau des organisations, qui est la comptabilité, qui permet de façon extrêmement méticuleuse et de façon très méthodologique, donc avec des méthodologies très claires, de
pleinement articuler le cycle d'exploitation, les flux et stocks monétaires et les dettes et créances, avec une distinction fondamentale entre les flux et les stocks. Les flux, les états, c'est pas la même chose, on gère pas la même chose, et on ne gère pas de la même façon l'argent et les biens et les services. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien, si je complète avec ce que j'ai introduit juste avant sur les politiques climatiques, l'enjeu, et c'est ça qui est fondamental derrière les crédits carbone, et c'est ça qu'on voulait mettre en évidence, c'est que l'enjeu, c'est de dire ce fonctionnement, maintenant, il va falloir le réanalyser en prenant en compte, au niveau des organisations, les dettes climatiques. Et de dire que là où il y avait donc jusqu'à présent des biens et des services articulés à des flux et des stocks monétaires avec les dettes et créances attenantes, il va y avoir maintenant des flux et des stocks climatiques avec des dettes attenantes, avec une différenciation entre la notion de flux climatique, donc, qui est attenante aux émissions de gaz à effet de serre, et la notion de stock climatique. Voilà. Donc de stock climatique, c'est-à-dire de dette climatique. Et du coup, on va avoir en fait cette gestion-là, avoir cette articulation-là qu'il va falloir arriver à comprendre, à assimiler dans des systèmes comptables qui soient à même de bien représenter tout ça. Et c'est du fait de ce travail qu'on va pouvoir précisément savoir ce qu'on doit attendre des crédits carbone et ce qu'on ne peut pas attendre d'eux, et comment on peut structurer un marché carbone correct. Alors ça nous conduit, et j'ai presque fini, ça nous conduit, par exemple, pour donner des idées, quelques idées sur les résultats, à mettre en évidence qu'il y a deux classes d'activités fondamentales au niveau des organisations, puisque cette façon donc d'appréhender les choses va permettre une taxonomie d'activités. Donc, on a des activités d'exploitation qui sont des activités donc classiques de l'organisation, de création de biens et de services. Mais du coup, il va y avoir des activités aussi attenantes au remboursement de la dette climatique, c'est-à-dire des activités de préservation du système climatique. Et de bien séparer au niveau des organisations ce qui relève de l'exploitation et ce qui relève de la préservation au niveau des dettes climatiques. On va avoir en fait après une qualification de sous-activités, avec au niveau de la préservation des activités dites de restauration et de prévention. Alors, encore une fois, là, je rentre pas dans les détails techniques, c'est juste pour donner quelques idées. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait la possibilité d'avoir une approche rigoureuse et comptable des différents types d'activités avec une segmentation, une séparation qui va être reflétée en fait dans des comptes spécifiques potentiellement, en tout cas des comptes de gestion. Et au niveau de l'exploitation arrivent justement des activités aussi d'évitement. Donc les activités de préservation, ce sont des activités qui disent, voilà, on a une organisation qui a une dette climatique. Donc il y a une dette climatique qui est là, qui est attenante, et on peut la représenter en termes de budget carbone. Cette dette climatique, il va falloir la résorber. Donc on la résorbe avec des activités de séquestration, de capture des gaz à effet de serre. Ça, c'est de la préservation. Donc c'est la gestion de la dette elle-même. Et puis ensuite, il va y avoir des activités d'exploitation, et j'insiste bien d'exploitation, donc la finalité est la création de valeur, mais qui ont une conséquence en termes de désendettement climatique, c'est-à-dire de réduction du volume de la dette climatique. Et ça aussi, c'est un point fondamental, qui est que les activités dites d'évitement qu'on retrouve dans les crédits carbone sont à dissocier de façon absolument nécessairement donc fondamentale avec les activités de séquestration, parce que ça ne renvoie même pas à la même insertion dans le cycle, le fonctionnement des organisations. C'est-à-dire que les activités d'évitement sont à comprendre comme des activités de désendettement climatique, tandis que les activités de préservation sont à comprendre comme des activités de faire en sorte de gérer la dette climatique, ce qui n'est pas du tout la même chose. À partir de ça, on peut relire, en fait, par exemple, toute l'analyse de la supply chain, toutes les analyses de financement des organisations entre elles. Donc, pour donner un exemple, là, je ne vais pas le détailler, mais si vous avez une entreprise qui vend des produits à un client, il va se poser la question, sur cette base-là, cette vente de produits donc d'une entreprise qui a une dette climatique propre, elle vend à des clients qui ont leur propre dette climatique. Donc on va avoir donc des articulations entre les dettes climatiques entre l'entreprise qui vend et les clients. Et du coup, l'entreprise bien, il y a plein de cas possibles. Et ça va être totalement structurable d'un point de vue comptable. Il va y avoir des cas où l'entreprise vend un bien au client pour faire en sorte que le client puisse être accompagné à avoir des possibilités d'activité de désendettement climatique. Donc, par exemple, c'est quand l'entreprise lui donc vend une machine au client qui émet moins de gaz à effet de serre. Donc, le client récupère une machine qui est moins émettrice, donc ça désendette le client climatiquement.
L'entreprise E peut vendre aussi des services qui vont aider les activités de préservation du client. Donc là, c'est des ventes d'activités de préservation. Donc, par exemple, l'entreprise E qui vend justement un service de séquestration carbone. Et donc, on va avoir de façon très, très scrupuleuse et minutieuse tout un suivi comptable à partir donc de cette articulation, encore une fois, entre cycle d'exploitation, flux et stock monétaire et flux et stock climatique. Alors, on a la même chose sur les flux de financement. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. C'est juste que ça permet donc de vraiment repositionner la question de comment est-ce qu'on comprend toutes les activités, quelles sont la nature et la qualification des activités au regard de ce que ça fait sur la question de la dette climatique. Donc c'est vraiment ça la grille de lecture. À partir de là, ça nous amène donc aux dernières questions et c'est mon avant-dernière slide, c'est de dire bien quand on va être face à un crédit carbone, du coup, ça oblige à vraiment reconnecter à quelles sont vraiment les activités qui sont derrière. C'est pas un simple actif. On peut pas l'aborder simplement comme un actif comme un autre. Il va y avoir des crédits carbone qui doivent être analysés comme l'achat d'un service. Donc, c'est pas l'achat d'un actif, c'est l'achat d'un service qui va permettre la préservation, c'est-à-dire la gestion de la dette climatique de l'entreprise. Et il n'y a que les achats de services liés à des puits carbone qui soient capables d'être en mesure de gérer la dette climatique d'une entreprise. C'est tout. Et après, on peut avoir donc la question des activités d'évitement. Les activités d'évitement n'ont rien à voir avec la gestion d'une dette climatique pour une entreprise. Pour dire autrement, vous êtes une entreprise, vous avez une dette climatique, le fait d'acheter en fait un crédit carbone qui est lié à des activités d'évitement ne fait rien sur votre propre dette climatique. La seule façon de gérer votre propre dette climatique, c'est d'acheter en fait des puits. C'est vraiment de l'achat de services qui doivent être contrôlés avec une qualité derrière de séquestration de gaz à effet de serre, stockage CO2. Et puis sur les activités d'évitement, la question c'est du coup de dire mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est sur les activités d'évitement? Eh bien, c'est de mettre en évidence que on n'achète rien, c'est-à-dire que vous n'êtes pas justement quand on dépasse cette idée de on achète un actif et on a derrière de façon contrôlée en fait des émissions de gaz à effet de serre en lieu de sa comptabilité carbone. Dans cette vision-là, eh bien non, comme on peut pas enlever quelque chose de sa comptabilité carbone, c'est on apporte de l'argent, on paye quelque chose, mais en contrepartie de quoi? Ben, déjà, le fait, c'est de comprendre que le paiement, c'est vraiment pour accompagner des projets. Et ce sont des projets qui peuvent être divers et variés. C'est ce que j'ai commencé à mettre sur cette diapositive et que je ne vais pas détailler ici, on pourra y revenir. Mais vous avez plein de types de projets. Ça peut être des projets de désendettement des acteurs, eux, que vous financez eux-mêmes. Ça peut être des projets qui font que les acteurs que vous financez permettent d'avoir une meilleure exploitation pour vendre des produits qui eux-mêmes vont servir au désendettement d'autres acteurs. Et donc, ça permet aussi de savoir dans chaque type de projet, d'avoir des typologies en fait de financement avec des typologies aussi de ce qui est à mesurer et à contrôler. Et dans ce cas-là, la question c'est, OK, on paye donc pour ça, mais quelle est la contrepartie? Parce que la plupart du temps, c'est des projets qui ne sont pas forcément très rentables. Et donc, ça pose une question de si on accompagne des projets qui sont en mesure donc d'accompagner un désendettement global, eh bien, il y a la question de la contribution à service public. Et donc, est-ce que les organismes publics n'ont pas quelque chose à avoir là-dedans et du coup à, par exemple, accompagner, payer une contrepartie à ce financement? Voilà, c'est des questions qu'on lance. Et du coup, tout ça, de façon très générique, encore une fois, en survolant toute l'étude, ça amène à cette conclusion qui est que il y a une nécessité de vraiment reconnecter les crédits carbone aux politiques climatiques et de renverser en fait la problématique en disant le problème n'est pas de se concentrer sur la question du marché, mais sur la question donc des activités elles-mêmes et de leur structuration méthodique au sein des organisations et de réfléchir en termes de contribution. En fait, avec les crédits carbone, ou ce qu'il devrait y avoir avec les crédits carbone, il y a une question de contribution. Et on contribue à quoi et sur quelle base comptable et clarifiée on contribue à quelque chose. On peut contribuer à un commun écologique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse gérer une dette climatique. On peut contribuer au maintien de puits carbone existants. On peut contribuer à un désendettement climatique global. Et toutes ces contributions n'ont pas les mêmes contreparties. Toutes ces contributions n'impliquent pas les mêmes niveaux de contrôle, les mêmes types de contrôle, n'impliquent pas les mêmes enjeux en termes de redéfinition de la performance et posent la question à chaque fois de l'accompagnement par les services publics, par les organismes publics, éventuellement en fait en termes de contrôle, d'organisation, de qu'est-ce qui est à attendre, etc., etc.
Donc, je vais m'arrêter là. C'était vraiment ça l'enjeu derrière. C'est quand on réouvre tout ça, de se dire, bon, déjà, avoir un prix unique, ça n'a absolument aucun sens. Que, à l'heure actuelle, on a un besoin très essentiel d'arriver à retrouver des taxonomies d'activités qui soient scrupuleusement bien structurées et qui résonnent en termes de contribution et de poser la question dans ce cadre-là, comment les organismes publics peuvent accompagner justement ces différents types de contributions pour arriver enfin, quelque part, à respecter l'accord de Paris. Merci beaucoup pour votre attention et désolé pour le dépassement du temps. Merci Alexandre, je reprends la main. C'est effectivement très riche, mais le sujet est effectivement, est assez vague. Finalement, épouse plusieurs questions, comme tu l'as évoqué, surtout sur la partie demande finalement des entreprises et des acteurs économiques, et aussi d'une certaine manière le fait d'approcher le problème par la notion de dette climatique. Finalement, ça ouvre effectivement le débat au-delà de l'offre. Et donc pour information, effectivement, par exemple, ici, on n'a pas abordé, je lisais le fil du chat et des questions, on n'a pas abordé le sujet, des sujets assez récurrents en tout cas, qu'on a sur les marchés carbone, sur la partie offre, sur la qualité des crédits carbone, sur l'additionnalité, la permanence, etc. Donc, ce n'était pas du tout l'objet l'objet en tout cas de la session, mais donc sur cette approche globale. Et moi, ce que je retiens de ta présentation, Alexandre, c'est donc cette séparation effectivement entre les notions d'évitement et de préservation, et puis l'articulation entre les différents acteurs, une partie donc qui est publique et privée, c'est-à-dire une vision une vision de la dette climatique qui serait un désendettement, une contribution en maintenance d'un bien commun qui est le service climatique. Et puis, bien entendu, le rôle au niveau des entreprises. Moi, j'avais du coup plusieurs questions en fait, et je reprendrai plus tard les questions qui sont dans le chat et surtout dans le formulaire de questions. Donc, je vous invite à en poser davantage, et j'espère reprendre la grande majorité des questions. Donc, moi, à titre personnel, donc pour résumer, en espérant que j'ai bien compris, finalement, la dette collective qu'on a, c'est une dette vis-à-vis du système climatique, finalement. Et chaque entité détient une partie de sa dette. Et finalement, le cadre conceptuel que tu présentes, j'arrive pas personnellement à voir quel effort, en tout cas quelle part de dette et quel effort attribuer à chaque acteur économique. Par exemple, à une entreprise A, une entreprise B, quelle différenciation au sein du cadre conceptuel que tu présentes on ferait entre une entreprise A et une entreprise B? Donc ça, c'est question numéro 1. Je te laisse, je ne sais pas si elle est assez claire. Et voilà, cette notion de répartition de la dette, tout simplement, et du coup des efforts de désendettement. Je commence par cette question. Alors, je pourrais laisser, je commence, puis je laisserai aussi Tiffaine répondre, qui est spécialisée dans ces questions. Mais réponse courte, hein, en fait, il y a des initiatives dont je parlais, par exemple SBTI, qui font ça. C'est pas évident, hein, on va pas cacher que ça se fait pas facilement, mais ça se fait, et ça se fait de plus en plus, on va dire, de façon opérationnelle. Alors, il y a beaucoup de questions, et justement, je pourrais laisser Tiffaine compléter. Mais on est un peu, là, de façon très schématique, hein, au même niveau qu'on était avec les premiers bilans carbone, c'est-à-dire que il y a des méthodologies qui apparaissent, il y a une méthodologie qui apparaît, qui est ce qu'elle est pour l'instant, qui se développe, hein, qui se développe bien, et qui, on ne pensait pas il y a 20 ans que le bilan carbone allait autant s'institutionnaliser. On allait un peu là dans cette réflexion, et même je dirais, j'aurais tendance à dire, ça va même peut-être un petit peu plus vite, mais bon, et notamment grâce à quelque chose qui va elle arriver très rapidement au niveau européen, c'est la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive,
qui est donc la directive de reporting extra-financier qui va être imposée à partir de 2024 aux premières grandes entreprises et jusqu'en 2026. En 2026, ça va être les PME cotées qui vont être concernées et qui vont, dans le cadre climatique, obliger les entreprises à raisonner en termes de budget carbone. Donc, il va y avoir là une explosion de la demande et de la structuration. Et Tiffaine, je vous laisse aussi compléter. Oui, merci beaucoup Alexandre. Merci Jessica pour la question. Donc effectivement, comme disait Alexandre, il y a des initiatives comme SBTI qui aujourd'hui proposent, c'est une initiative indépendante, des constructions de budget carbone pour les entreprises, donc qui vont de méthodes qui font de la diminution en absolu des émissions, donc à hauteur de 5% par an par exemple pour toutes les entreprises, ou des méthodologies qui permettent d'avoir des décarbonations sectorielles, donc avec une atteinte d'objectifs en intensité de produit, par exemple à la tonne d'acier, qui est la méthode donc Sectorial Decarbonation Approach, qui est portée par SBTI en particulier. Alors après, sur la question comment faudrait faire pour attribuer ces efforts à chaque acteur économique, là, il y a une vraie question aussi politique derrière, parce que la comptabilité, elle permet de donner un cadre et une structuration, mais elle permet d'avoir des orientations stratégiques pour débattre ensuite de comment il faudrait faire. Donc effectivement, il y aurait besoin également d'avoir des discussions collectives sur la répartition de ces budgets carbone entre les entreprises, au sein des secteurs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui se pense aussi sur le plan politique. Merci à vous deux. J'avais une autre question un peu qui, pour aller au-delà, par exemple, du thématique d'aujourd'hui qui est le service climat. Est-ce que finalement ce type de raisonnement s'appliquerait au sujet de la biodiversité? Je sais qu'il y a eu récemment des débats sur le fait que ça rejoint un peu le sujet des certificats biodiversité versus crédit biodiversité, c'est-à-dire en montant de la compensation. Je voulais avoir quel parallèle vous faites avec ce sujet-là. Ah oui, alors totalement. Là, parce que c'est le cadre de l'étude, on s'est concentré sur le climat, mais comme on le rappelle largement dans l'étude, tout ça, il faut l'organiser avec les enjeux socio-environnementaux globaux. Donc là, on a un focus climat, mais qu'il faut complètement défocaliser. Et alors pour le coup, là, c'est tous les travaux de la chaire comptabilité écologique. Hein. C'est-à-dire que, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un bout des travaux de la chaire hein, pour vraiment le doper et le muscler spécifiquement sur la question climatique et l'articuler avec les problématiques des crédits carbone. Mais au niveau donc biodiversité et autres, hein, c'est-à-dire par exemple gestion au niveau des masses d'eau, gestion au niveau des écosystèmes marins, etc. Là, ça renvoie à tous les travaux sur la comptabilité écosystème centré déjà, donc au niveau des écosystèmes, et sur l'intégration dans les entreprises, hein, sur le projet CARE, donc pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, qui est justement cette façon systématisée de recomprendre le fonctionnement des organisations et le fonctionnement comptable en intégrant différents types d'apports qui constituent donc des dettes écologiques, donc socio-environnementales. Donc oui, complètement et totalement, et on y travaille très activement entre la chaire d'un point de vue recherche et avec, ça me permet de citer aussi le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux, dont Clément Morla est le directeur exécutif, hein, et qui, lui, fédère les acteurs d'un point de vue professionnel, d'un point de vue ONG et d'un point de vue individuel, qui sont intéressés par ce mouvement. Et ça me permet aussi de dire que on lance les premières formations certifiantes à CARE en juin, donc pour les personnes qui veulent passer à un cap justement, parce qu'on a de plus en plus de demandes de mission, de mise en place. C'est-à-dire que tout là aussi, je veux indiquer quelque chose, c'est que au moins déjà en France, mais de plus en plus, ça commence à partir en dehors de France. Les idées qui ont été présentées ici sont des idées qui commencent à être vraiment opérationnelles. Au niveau du climat, on a des missions, on a des choses comme ça. La question, c'est donc d'avoir une réflexion systématisée avec l'articulation avec les crédits carbone, comment on peut repenser les crédits carbone, et puis comment on embarque ça à l'international. Oui, merci. Je voulais revenir, je pense que ça rejoint. Non, je reviendrai plus tard sur les questions. Je continue avec les miennes. Finalement, sur les actions de préservation, donc qui ciblent plutôt
un désendettement du bien public climat. Et là, comment est-ce que vous êtes penché sur la répartition de l'effort des activités de préservation entre nord et sud, pour schématiser? Pour nous, c'est des questions qui sont importantes pour nous à l'AFD, et plus globalement sur les débats sur la finance climat, les transferts nord-sud. Oui, alors là aussi, je prends la parole pour la passer directement à Tiffaine et Léonore aussi, et puis évidemment Clément. Comme a commencé donc à le dire Tiffaine, il y a une question extrêmement politique déjà dans la répartition des budgets carbone. Alors, ça veut dire que quand on commence à penser de toute façon déjà financement, ça veut dire que derrière, ça tenant à, on finance par rapport à justement quoi, donc un stock climatique qui doit être correctement pensé entre des enjeux nord-sud. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans les enjeux politiques de la répartition de la dette climatique au niveau international. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, quand on parle financement nord-sud, ça renvoie à la qualification, on finance quoi, quel type d'activité, pourquoi. Par exemple, alors c'est ce qu'on met dans l'étude, hein, on a ouvert la question de si on est sur des projets, par exemple, de maintien du couvert forestier, qui passent actuellement dans les crédits carbone, mais dont on démontre justement dans l'étude que ça n'a rien à voir avec une gestion de la dette climatique, que c'est par contre une contribution à un service public. Est-ce que là, ça ne devrait pas être un financement public, et notamment d'organismes publics comme l'AFD, pour ce genre donc de projet qui se trouve beaucoup, en fait, et même essentiellement dans les pays du Sud. Donc voilà, ça c'est une première question. Il y a une question de qualification déjà des financements, des qualifications des projets, et donc de ventiler l'argent selon ce que l'on veut obtenir. Et derrière se pose la question aussi de la notion de performance écologique, c'est-à-dire qu'à partir de là, ce qu'on aborde aussi dans l'étude, ça repose la question de la qualification de la performance attenant aux projets et aux entreprises qui font ces projets. Pour le dire très très rapidement, c'est que si vous commencez à changer en fait le passif de votre entreprise, donc la dette, c'est-à-dire que vous changez par exemple l'évaluation des retours sur actifs, du ROA, donc le retour en fait sur investissement, et du coup vous reconditionnez plein de choses. Et du coup, ça permet aussi de voir que certains financements qui étaient évalués comme étant non rentables d'un point de vue purement monétaire, enfin financier, deviennent rentables d'un point de vue écologique. Du coup, ça permet en fait potentiellement d'accompagner des acteurs qui voudraient se positionner là-dessus et donc d'avoir des flux de financement repensés, etc., etc. Donc il y a tout ça, c'est des questions de qualification, de redessiner la notion de performance écologique et de politique d'attribution des budgets carbone. Donc, je vous laisse Tiffaine et autres si vous voulez compléter. Oui, merci. Je viens compléter par rapport au financement Nord-Sud, justement. Il y a aussi, comme Alexandre l'a montré tout à l'heure dans la présentation, une distinction à faire entre, sur l'accord de Paris, ce qui relève de l'atteinte des objectifs climat, donc de limiter à 2 degrés, et les objectifs aussi de financement Nord-Sud qui sont spécifiques pour de l'aide au développement en considération des responsabilités historiques des pays du Nord et industrialisés dans le réchauffement climatique et qui induisent pour les pays du Sud des pertes et dommages d'un réchauffement dont ils ne sont pas responsables finalement, ou en tout cas moins responsables que les pays industrialisés historiquement. Et donc, en fait, sur la mobilisation des crédits carbone, il faut bien différencier aussi des financements qui aident les États à l'atteinte de leurs objectifs et des financements qui permettent d'aider au développement décarboné de ces États. Et on ne peut pas considérer, par exemple, en étant une entreprise, qu'on achète des crédits carbone pour se décarboner soi, quand c'est comptabilisé sur du financement Nord-Sud qui relèverait de la responsabilité, de l'équité internationale, etc. Mais je rajouterai une dernière question, puis je passe aux questions qui sont sur le chat. Pardon. Je voulais un peu, si vous pouviez le dire en des mots simples, des idées simples.
pourquoi le système actuel, l'organisation du système actuel, effectivement, même s'il y a une différenciation entre les crédits d'évitement, de séquestration, etc., mais elle n'est pas aussi franc. En tout cas, elle n'est pas aussi qualifiée que ce que représente votre cadre. En quoi, du coup, l'organisation aujourd'hui des marchés volontaires du carbone est, à votre sens, non performante et voilà. Donc, en quelques mots. Pas en quelques mots, mais de manière assez simple, même si c'était l'objet de la présentation, mais je voulais voilà. Oui. Non, mais merci de me permettre de revenir là-dessus. C'est que c'est pas un hasard hein, s'il y a un développement des marchés secondaires, en fait, par exemple. C'est-à-dire que, alors ce qu'on a appelé la citization, bon, c'est un peu complexe, mais fondamental, c'est que justement, à l'heure actuelle, on est dans une relation, l'entreprise achète littéralement, je vais le dire de façon très directe et triviale, un bout de papier. Et contre ce bout de papier, il y a des émissions qu'elle peut déduire de sa quantité de carbone. Point. Et c'est véritablement, d'ailleurs, comme ça je parlais des normes comptables, mais les normes comptables, en fait, leur problématique, c'est de dire on a un nouvel actif, il faut le comptabiliser, cet actif est en rapport avec, c'est un achat, on achète quelque chose, et voilà, on récupère des contreparties. C'est comme si on achetait une baguette, hein, on récupère, je prends beaucoup d'exemples de boulangerie, pourquoi, mais donc au lieu de récupérer une baguette, on récupère voilà, du carbone évité. Voilà, point. Enfin, le carbone à enlever de sa comptabilité carbone. Donc du coup, derrière, eh bien, forcément, une fois qu'on a cet actif et que de toute façon, il n'est pas connecté à des politiques climatiques, il n'est pas connecté à des vrais projets, donc effectivement, on va se dire, bah tiens, il a une valeur, ça serait intéressant potentiellement que je spécule dessus, donc je peux le revendre, voilà. Et puis après, en fait, on sait même plus pourquoi c'est là. C'est-à-dire que déjà, c'est arrivé alors que on a totalement dissimulé toute la variété des activités qui sont derrière et sans avoir une pleine conscience de où ça s'insère dans des logiques de politique climatique, c'est-à-dire littéralement, on s'en moque, enfin, véritablement. Hein. On va dire, j'ai un problème climatique parce que j'ai un enjeu réputationnel, là je caricature à peine, hein, donc il faut que j'enlève du carbone, bon, j'achète un crédit, voilà, je veux pas savoir ce qu'il y a derrière, c'est pas le problème. Donc déjà j'ai ça. Et puis après, ah bah tiens, c'est un actif, il a une valeur de marché, je peux le revendre, je spécule dessus. Alors en fait, c'est à tel point que ça a obligé, là je permets une toute petite parenthèse qui est détaillée dans l'étude, c'est que les normes comptables internationales traitent, là encore de façon très schématique, cet actif comme étant ce qu'on appelle un actif immatériel et ce qui renvoie en fait à une licence à polluer, littéralement. C'est vraiment comme ça que c'est analysé. Donc ce qui est quand même assez incroyable. Ça veut bien dire ce que ça veut dire derrière la logique qu'on attend du crédit carbone. L'autorité des normes comptables a fait un rapport en 2012 qui a conduit à un changement de comptabilisation, mais uniquement en France, en disant, mais vraiment noir sur blanc, qu'on ne pouvait pas admettre ça. C'est pas acceptable de dire le crédit carbone, c'est juste une licence à polluer. Enfin, et du coup, en interrogeant, mais en fait, ça sert à quoi? C'est-à-dire qu'on en est là, et à obliger à séparer les activités de spéculation des activités non spéculatoires. Donc voilà, en fait, c'est ça le débat comptable qui a été généré par les crédits carbone, et ça montre le niveau de déconnexion que l'on a actuellement, et qu'on est à des années-lumière de poser les vrais débats attenant donc aux politiques climatiques, à comment on repense le fonctionnement des organisations, etc., etc. Ça n'a aucun impact d'ailleurs sur le fonctionnement des organisations. Je te remercie, Alexandra. Oui, d'ailleurs, il y avait je pense, une remarque dans le chat à propos du cadre français en l'occurrence. Donc, je salue la personne qui a relevé ce point. Là, je vais prendre. Et unique au monde, hein. Oui, apparemment, je ne savais pas il n'y avait que la France. Donc, je vais reprendre quelques questions. Je commence par celle de Romain qui dit que la supériorité des crédits removals sur les crédits avoidance est déjà une réalité du marché volontaire du carbone. SBTI recommande du reste de privilégier donc les removals et d'éviter même de parler de compensation. Que faudrait-il faire en plus? Là encore, j'introduis juste la question, mais
il y a la différence entre alors déjà les positions effectivement de SBTN. On est assez aligné avec cette position-là et ce à quoi ça va vraiment conduire. C'est pas complètement sûr que ce soit suivi. Et que, comme on le mettait en évidence, c'est qu'il n'en reste pas moins qu'on a un problème sur les projets de séquestration qui doit faire l'objet en fait d'un travail. C'est-à-dire que je veux vraiment réinsister sur ce point qui n'est pas toujours très très clair et qui est un peu délicat parce que les communications autour de ça sont pas toujours. C'est que la séquestration donc a très mauvaise presse et a raison. Pour une raison très simple, c'est que il y a des problèmes de validation scientifique monumentale. Et ça va me permettre de préciser aussi un point essentiel qu'on aborde dans l'étude, qui est justement sur la qualification des services de puits carbone. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas atteindre la neutralité carbone sans puits carbone. C'est impossible. Je veux dire, c'est comme je le disais, la neutralité carbone, c'est une neutralité carbone avec puits carbone. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre. Et ça ne veut pas dire que la logique, c'est de dire on ne fait pas tout en séquestration. Comme je le disais, c'est on essaye d'être au maximum dans le budget bas et ensuite il y a une nécessité d'avoir des puits carbone. Le problème, c'est que là, actuellement, il n'y a pas justement il n'y a pas assez, et surtout, il n'y en a quasiment pas qui soient scientifiquement vraiment acceptables. Ça me permet de préciser un point par rapport à ça et pour compléter par rapport à la question, c'est que ça permet aussi de mettre en lumière le fait que quand on a la fourniture ou enfin la prétention de fournir une activité, dans une logique vraiment purement comptable, une activité, c'est quelque chose qui doit consommer des biens, des services et qui est coûteuse. Et que justement, le chiffrage de cette activité, de ce que l'on va vendre, que ce soit un service de puits carbone ou un service donc d'évitement, quel que soit le type d'évitement, c'est-à-dire de désendettement climatique, d'un point de vue comptable classique, le prix est un coût de revient plus une marge. Et ça, c'est une règle fondamentale. Le prix n'est pas fondé sur un équilibre de l'offre et de la demande. C'est un coût de revient plus une marge. Et ça veut dire que ça permet de suivre aussi quelles sont les ressources qui ont été consommées pour arriver à quelle finalité et d'avoir une traçabilité. À l'heure actuelle, vous avez des réflexions qui arrivent en disant on peut avoir des puits carbone qui peuvent apparaître. Par exemple, alors, le cas typique, c'est sur les sols, en disant on va faire du stockage dans des sols. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Et le problème, c'est qu'on n'a même pas d'activité dédiée pour contrôler ce qui va être dans les sols, d'avoir des mesures crédibles, d'avoir des temporalités, des permanences crédibles. Et donc, en fait, on a, d'un point de vue comptable, pas d'activité. Et là, on arrive à un point aussi de tension par rapport aussi à la question que tu posais juste avant, c'est le point de tension de dire on va laisser le marché mettre de la valeur sur un crédit, alors qu'il n'en a même pas d'un point de vue comptable, puisqu'en fait, on n'a même pas la possibilité de savoir ce qui a été fait pour obtenir ce service. Alors ça, c'est ce qu'on appelle toute la théorie des externalités, mais passons. Et ce que l'on dit énormément dans l'étude, c'est que, et là d'ailleurs, au passage, c'est assez proche de la position de l'autorité non comptable sur ce point, c'est que quelle que soit l'activité qui est derrière le crédit carbone, il y a une obligation d'avoir la chaîne, vraiment la chaîne interne d'activités qui ont conduit à ça de façon crédible, avec la possibilité d'avoir une traçabilité, et que l'évaluation véritablement de ce qui va être vendu doit être estimée au coût de revient, au coût de production de ce service. Et que ça permet de voir la crédibilité des efforts qui ont été faits en interne pour pouvoir arriver à quelque chose qui soit valide. Donc c'était juste pour préciser ce point-là. Et je laisse éventuellement Tiffaine, Éléonore, Clément compléter. Oui, simplement pour aller sur cette question de la... merci Alexandre. Pour aller sur cette question de la traçabilité des coûts qui ont mené à disposer d'un service. Ça permet de faire la jonction aussi avec les questions de biodiversité. C'est-à-dire qu'on ne considère pas seulement le climat, on considère la biodiversité, on considère les enjeux sociaux dans le programme CARE en général. Et de toute façon, enfin, ces questions-là sont toujours, enfin souvent, quand il y a séquestration, il y a aussi des enjeux de commun. On a vu que quand c'est l'AFD qui porte, il y a aussi cette mission première de développement. Donc il y a toujours plusieurs enjeux. Mais si on s'en tient à l'idée fondamentale, qui est de dire que pour qu'il y ait service,
pour qu'on puisse penser ensuite des crédits, il faut qu'il y ait activité, donc il faut qu'il y ait suivi des différents processus. On regarde comment effectivement ces processus sont attachés à des éléments, à des morceaux d'activité, pour parler simplement, qui vont permettre de stocker du carbone, mais on a aussi la documentation de la façon dont ces activités vont aussi mobiliser du travail, donc des conditions sociales. On va avoir aussi, par cette même traçabilité, qui est en fait vraiment une approche comptable du processus de la fonction d'exploitation de l'entreprise, on va pouvoir regarder comment différents enjeux sociaux, environnementaux, comment est-ce qu'on va, à ce moment, parce que si on fait de la séquestration, mais que ça emploie des machines ou si ça casse la biodiversité, la richesse de la biodiversité, c'est un problème. En tout cas, on va pouvoir tout suivre de façon intégrée. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est d'avoir cette fonction d'exploitation qui permet de dire il y a activité, il y a coût, on peut commencer à regarder les choses parce qu'on pourra tracer. Mais cette fonction d'exploitation, on va pouvoir lui associer une fonction de préservation climatique avec des activités dédiées, mais aussi des fonctions de préservation de la biodiversité, des fonctions de préservation de la qualité de la vie sociale, etc. Enfin, tout ça pour dire, et revenir à quelque chose qui est beaucoup développé aussi, c'est que la question de la comptabilité est finalement un outil de problématisation finalement des activités, et revenir aussi à ce que disait tout à l'heure Alexandre, c'est-à-dire qu'on a des logiques avec des métriques qu'on peut suivre au niveau international, mais quand on veut répartir des budgets, il y a toujours aussi cette question de la problématisation, c'est comment est-ce que ce qui est regardé comme un crédit et comme un asset depuis le macro correspond à des réalités au niveau très local, et comment finalement, politiquement, il y a des questions d'acceptabilité, il y a des questions de singularité territoriale qui amènent à penser l'attribution des crédits en tenant compte de ces choses-là. Et ça, avec une approche comptable, on peut le faire. Donc tout ce qui est à voir après, c'est qui peut animer ces choses-là et faire en sorte que ça s'installe, et quelle est la logique de déploiement de ce type de prise en compte du sujet. Finalement, peut-être ça converge un peu avec la manière, en tout cas une certaine façon de voir aujourd'hui les crédits carbone qui sont sur le sujet d'éco-bénéfices. Mais là, c'est formalisé effectivement à travers un système comptable et d'analyse des processus. C'est bien ça. En tout cas, sur la partie… ça rejoint effectivement ça en disant la nature, bon, premièrement, n'est pas qu'une fourniture de services, il y a des questions de dette attenantes. Et effectivement, avec une focalisation sur les processus et le suivi comptable derrière. Mais c'est effectivement c'est en lien avec toute la réflexion sur les éco-bénéfices ou la prise en compte des éco-dettes. Alors, je regarde le chat avec Jean-Luc Barada qui nous dit que les travaux de Jacques Richard sur la comptabilité écologique, j'ai vu. Je pense que c'est des sujets que vous maîtrisez très bien, je présume. Oui, je peux répondre. Oui, Jacques est non seulement un ami, mais mon mentor. Voilà, je le salue au passage, ça me permet. Donc on travaille très 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 activement ensemble, et tous les travaux qu'on présente là, en fait, sont issus originellement des travaux de Jacques. J'espère. Donc il y avait, pour revenir aux questions du chat, donc il y avait une question sur le fait est-ce que le prix est relié au coût de mise en œuvre du projet. Donc ça a été abordé. Oui. Est-ce que vous voulez compléter là-dessus ou finalement ça… Non, je pense que c'est voilà. Oui, ça a été embarqué à travers plusieurs réponses, il me semble. Il y avait une question, mais peut-être un peu plus technique, sur la différence entre assetization et commodification. Donc, je pense que c'était en tout début de session. Voilà, donc… et puis, est-ce que finalement… Oui, pardon, je te laisse, Alexandre. Je te laisse… Non, mais en un mot, Éléonore aussi pourrait répondre si vous voulez, hein, mais bon, après, c'est des détails un peu techniques, mais la commodisation, en fait, a tendance à se focaliser beaucoup sur la question de marchandisation. Le développement de l'assetization, c'est vraiment pour dire derrière qu'il y a des questions relatives à des
prévisibilité dans le futur, ce qu'on n'a pas forcément dans la commodification, c'est-à-dire que la notion de commodification va beaucoup avec potentiellement, là encore une fois, on peut trouver des définitions différentes, mais avec des questions de droits de propriété éventuels. L'asticization, la particularité, c'est que c'est même pas attenant à des droits de propriété, c'est dire on transforme quelque chose en quelque chose qu'on peut représenter comme un actif. Donc, on va le rendre contrôlable avec des flux de quelque chose, donc flux de valeur, flux de CO2 évité, flux de n'importe quoi, contrôlable et prévisible dans le temps. Donc, ça va plus loin que la commodification, en fait. C'est vraiment une transformation en contrôle et prévisibilité de flux dans le temps qui implique la commodification. Je ne sais pas si c'est complété. Ouais, non, en tout cas, moi, j'avais pas ça en tête à titre personnel, donc ça clarifie aussi le sujet pour moi-même. On a encore 5 minutes et je voulais peut-être conclure avec peut-être un sujet un peu plus global en tant qu'AFD, en l'occurrence. Aujourd'hui, la Banque mondiale a remis au centre de sa stratégie, en tout cas dans les débats qu'il y a sur la réforme de cette institution, le sujet des biens communs, notamment donc le climat. Et tu disais que des institutions comme l'AFD, typiquement, ou donc la Banque mondiale, avaient un rôle à jouer sur la partie préservation, en l'occurrence. Quelle organisation idéale vous verrez sur cette partie-là et sur la participation des entités publiques? Et peut-être, ce que tu disais aussi en amont, la participation aussi peut-être du secteur privé sur ce socle-là de préservation. Oui, alors là, justement, donc on fait certaines recommandations dans l'étude. Et ça pose vraiment des questions assez passionnantes de comment on peut repenser voilà, le rôle des pouvoirs publics. Parce que quand on est simplement sur un marché qui fonctionne avec des actifs, le rôle des pouvoirs publics, en fait, il est de rendre le marché efficace. Voilà, quelque part, je résume aussi, mais c'est un peu malheureux, mais voilà. Quand on commence à ouvrir tout ça, on se rend compte que non, il y a plein d'enjeux, il y a plein de donc, il y a déjà ce que je disais, d'ailleurs, en écho à une question qui vient juste d'être posée sur le fait que, comme on a une distinction donc entre ce qu'on appelle le budget brut et le budget bas, donc sur les puits carbone existants, qui doit être vraiment séparé de la gestion de la dette climatique, ça n'a rien à voir. Là, il y a des problématiques de financement de ces projets parce que ça pose aussi des questions, d'ailleurs potentiellement de rentabilité. Parce que si on suit la logique, voilà, si je vais au bout du bout, si on dit ces projets-là, en fait, ils ne peuvent même pas rentrer dans le cadre de crédit carbone standard parce que c'est pas du CO2 qui est même ni évité ni séquestré. En fait, c'est la préservation de la possibilité qu'au niveau international, on ait des budgets carbone bas qui soient au niveau où ils sont. C'est-à-dire qu'on n'ait pas un effondrement des budgets carbone bas et que finalement la dette climatique soit gérable. Donc c'est une vraie préservation en service public qui en fait n'est même pas n'a pas de rentabilité du tout. Et donc là, il y a un rôle des pouvoirs publics, des organismes publics comme l'AFD qui est monumental. C'est-à-dire que soit d'avoir un financement direct, soit de vraiment aider les acteurs locaux, parce qu'il y a plein de pays où on ne peut pas avoir un financement direct public, mais aider les acteurs locaux qui se retrouvent, d'ailleurs, même quand ils veulent faire les choses correctement, à jongler dans tous les sens, parce que protéger de la forêt en disant c'est un puits carbone existant, il ne doit pas être détruit, et derrière chercher une rentabilité, en fait, c'est un non-sens. Donc là, il y a une nécessité d'avoir des organismes publics qui accompagnent ça. Donc ça, il y a déjà ça. Après, il y a la question donc des activités de préservation en l'état. Donc là, c'est la gestion de la dette climatique elle-même par les organisations, et donc d'avoir des organismes publics qui soient en mesure de suivre la qualité des services proposés et de bien comprendre et de bien suivre l'additionnalité des puits au-delà des puits existants notamment. Et puis sur les activités, sur toute la variété d'activités qu'on appelait évitement, mais qui est une variété énorme, on va voir à l'étude quand elle sortira, parce que ça veut dire plein de choses en fait, évitement. Et je ne sais plus combien il y en a dans l'étude, mais il doit y en avoir simplement en décomposition une douzaine de cas différents et qui renvoient à des contrôles différents, à des articulations différentes, à des notions de performance différentes.
Et là-dedans, en fait, pour donner juste un exemple et revenir là-dessus, c'est que du coup, on n'achète rien dans ce cas-là, on finance quelque chose, on finance une activité d'exploitation qui va avoir comme conséquence de désendetter en fait la planète, voilà, au niveau planétaire. Et ce financement, il peut ou ne pas être rentable. Et la plupart du temps, il n'est pas forcément rentable. Et dans ce cas-là, les organismes publics aussi peuvent avoir un rôle d'accompagnement en termes de, alors parfois c'est un gros mot quand on emploie ce mot-là, mais de subvention, mais en tout cas, de dire, voilà, vous financez quelque chose qui, de toute façon, ne vous rapporte pas, ne doit pas vous rapporter une contrepartie en termes de CO2 évité, ce n'est pas possible. Mais par contre, vous avez un gain parce que vous favorisez un service de contribution écologique de désendettement donc climatique international. Et donc là, on peut vous aider. Et du coup, ça fait un effet de levier, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un financement, par exemple, je ne sais pas, dire au hasard, financer une entreprise qui fait l'exploitation d'éoliennes, donc de façon à faire d'avoir un désendettement pour les clients qui achètent l'électricité décarbonée, par exemple, eh bien, au lieu de financer donc au niveau public le projet lui-même, ce qui est des coûts donc importants, c'est de dire donc au niveau privé on finance ça et nous derrière en termes d'organisme public on apporte en fait un rendement, un petit rendement qui est sous forme de subvention, mais qui est de dire vous avez financé les éoliennes, vous n'avez pas le droit de prendre de CO2 évité. Ça c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on va gérer. Mais par contre vous avez contribué à un financement d'un désendettement climatique international. Donc là, on apporte quelque chose, on vous aide à faire ça, et ça fait un effet de levier entre le public et le privé. Et je pense qu'il y a des modes de fonctionnement comme ça qui peuvent être extrêmement intéressants et qui permettent justement d'avoir une vraie articulation entre des politiques publiques et des politiques privées. Et au passage, merci pour la publicité sur le colloque Plage des Bernardins, écologie, entreprise humaine, écologie et philosophie comptable. Je vous renvoie que j'ai là aussi eu le plaisir de co-diriger et qui s'est terminé l'année dernière. Merci, merci Alexandre. Je pense qu'on peut continuer le débat pendant un moment. Malheureusement, on est déjà arrivé à l'heure à l'heure finale, on va dire. Et donc, pour information, l'étude, donc vous l'avez compris qu'il y avait, qu'elle allait, en tout cas, sur chaque sujet abordé de manière beaucoup plus profonde. Pour arriver aux résultats qui ont été présentés, peut-être un peu flou pour certains, mais en tout cas, il y aura un papier de recherche qui sera publié qui va reprendre tous ces éléments et qui va, je l'espère, apporter une clarté supplémentaire par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui. Donc, du coup, n'hésitez pas à suivre en tout cas les publications AFD, ça sera les publications aussi d'AgroParisTech, et ça sera donc très bientôt en ligne. Et du coup, je tiens à remercier donc encore une fois l'équipe d'AgroParisTech pour tout la présence de cet après-midi et tous les travaux et la réflexion qu'il y a eu en amont, et puis pour toutes les équipes AFD et tous les participants. Et on espère qu'on a répondu à la grande majorité des questions, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter de manière directe à l'AFD. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.